En France. Le principe même de l'intégration, est-ce que vous êtes pour, est-ce que vous êtes contre? Je n'appellerais même pas cela l'intégration. Je n'aimerais pas du tout qu'ils soient l'objet d'une tentative, car ils ne seront jamais intégrés. Vous croyez qu'eux ne le veulent pas, non. Ou que c'est les Français qui le refusent? L'exprimeront-ils qu'ils ne le pourront pas? C'est possible entre Européens. La trame est la même. Les mouvements européens dans l'histoire ont été Est-Ouest. Et les mouvements humains, la religion, enfin tout un tas de choses. Mais là, c'est un autre continent, et vous n'en avez que faire. Ce sera de mauvais Français. Ce seront de mauvais Français. Bonjour à tous. Alors comme ça, je serai un mauvais Français, incapable de m'intégrer. C'est en tout cas ce que pensait Hassan II au moment où il a donné cette interview à Anne Sinclair. Pourtant, 40 ans après, la question de l'insécurité, la question de l'intégration, la question de l'assimilation dans les banlieues est au cœur des débats publics. C'est la raison pour laquelle j'ai monté un concept, Banlieue Patriote Café. Ce concept tend à réconcilier la banlieue avec la République, la patrie, la nation. Tout au long de mes épisodes, je recevrai tantôt des jeunes de banlieue, tantôt des cadres de la vie associative et nous mettrons tout sur la table, tous les débats, même les plus tabous. Grâce à ça, j'espère que nous déferons les clichés d'une banlieue black blanc beurre pour aller vers un idéal de la banlieue bleu blanc rouge. Bonjour à tous et bienvenue pour ce troisième numéro du Banlieue Patriote Café. Aujourd'hui, j'ai la joie et le privilège d'avoir comme invité mon ancien prof de sport, mon mentor, celui qui a pu m'enrichir, qui m'a appris tellement de choses en toutes circonstances et grâce à qui j'ai pu notamment découvrir un amour de la littérature et du silence qui lui est propre. Bonjour Eduardo. Enchanté, bonjour. Je suis ravi de te revoir après toutes ces années. C'est vrai, j'ai dit enchanté, ça fait tellement d'années. J'hésite entre le tutoiement et le vouvoiement, mais comme j'ai le respect des traditions, je vais vous voyez comme je l'ai toujours fait. Alors je vais vous laisser vous présenter, vous expliquer quel a été votre parcours dans la vie en tant qu'enseignant, en banlieue, à Paris, dans des établissements hors contrat, et nous dire quelle a été votre expérience au sein de ces 20 années d'enseignement. Alors mon parcours de prof et d'éducateur, on va commencer par éducateur. J'ai travaillé en banlieue parisienne, j'ai travaillé pour les départements, la région, je ne vais même pas citer les villes tellement il y en a eu. J'ai commencé en fait à travailler en bénévolat à partir de 16 ans. Et puis après en tant qu'éducateur sportif aussi, où j'ai entraîné pendant 20 ans. Et puis école, j'ai fait des écoles à Puteaux, en l'occurrence à Puteaux. J'ai travaillé pour les centres aérés, j'ai travaillé pour quasiment tous les centres sportifs qu'il y avait, où je m'occupais de la sortie des élèves. On leur donnait une activité physique. Et puis il y a eu Claude Bernard, où j'ai commencé à travailler là-bas en 1992 jusqu'en 2013. En fait, ça faisait 21 ans et demi que je bossais là-bas. Et aujourd'hui, vous avez complètement changé de secteur d'activité. Et est-ce que vous pourriez me parler en détail de votre métier? Actuellement, vous êtes énergéticien, c'est-à-dire thérapeute en biodécodage et en bio-neuro-émotionnel. Ça consiste en quoi exactement? Alors déjà, j'étais déjà thérapeute à l'époque, où j'exerçais en même temps que j'étais prof. Et j'ai quand même arrêté parce que j'avais dit que le jour où ce métier-là, j'aurais la sensation d'avoir tout fait, d'un point de vue d'honnêteté vis-à-vis de mes élèves. J'ai stoppé, je me suis consacré qu'à cette partie de thérapie. Donc j'ai passé un diplôme d'hypnothérapeute, j'ai fait des formations diverses, mais il y a déjà très longtemps, il y a plus de 20 ans. Et alors énergéticien et bio-neuro-émotionnel, c'est des mots. En fait, tu travailles sur les émotions des gens, tu travailles sur toutes ces émotions-là. Pourquoi on répète les mêmes choses? Pourquoi on a peur? Pourquoi systématiquement les gens ont cette sensation de louper? Tout ce que j'ai fait, en fait, tout ce que je faisais en tant que prof, je l'ai ramené à une base thérapeutique où je me suis rendu compte que j'avais eu une expérience toute ma vie avec les gosses en banlieue, avec les gosses dans les écoles, avec tous ces ados. Et en fait, c'était comprendre pourquoi ils avaient mal là où ils avaient mal. Parce que le biodécodage, c'est dis-moi où tu as mal, je te dirai qui tu es. Et en fait, j'ai voulu que les gens comprennent ce qui se passe dans leur corps parce que ça leur donnait des messages. Donc en gros, la question, en fait, là où vous aidez les gens aujourd'hui, c'est peut-on comprendre son passé pour se donner un avenir? Exactement, en fait. C'est écoute ton corps qui a mémorisé ton passé
Et comment peut-on Donc, changer vous tous jouez ces beaucoup schémas? à travers le corps et les émotions. Donc vous jouez entre la matière et l'esprit. C'est exactement ça. C'est être capable à un moment donné comprendre que tu vas tomber malade parce que tu crées une distorsion entre ce que tu voudrais faire et ce que tu es en train de faire. D'accord. Et certaines personnes qui sont persuadées qu'elles échoueront toute leur vie parce que ça fait partie des mémoires, ça fait partie de leur patrimoine, leur faire comprendre qu'on peut changer complètement sa vie. En fait, ce que je faisais en tant que prof, mais là vraiment centré que sur ça. C'est-à-dire prendre des gens qui sont même en échec, c'est pas forcément des douleurs. Ouais, donc la trame est la même, c'est la méthode C'est qui est exactement la même différente. chose. En fait. C'est justement, Voilà. c'est que tu les emmènes comprendre Alors, pourquoi, pour justement dans quel but et changer les Bien choses. sûr. Alors moi, comme je l'ai dit en début d'émission, et vous avez rebondi là-dessus, moi vous avez fait un travail qui a été justement ce que vous faites en ce moment, et en même temps ce travail d'éducateur, d'enseignant. Et c'est en ça que moi je considère que vous m'avez sauvé, parce que j'ai été dans une mauvaise pente dans l'enfance. J'étais quelqu'un qui était violent, qui ne voyait pas d'autres aspects que la violence pour pouvoir réussir. Et à un moment donné, vous m'êtes rentré dedans et vous m'avez dit, voilà, écoute, toi tu viens de Saint-Denis, tu viens de banlieue, tu as du potentiel, tu veux réussir, moi je veux bien t'aider à le faire, mais à une condition, c'est que tu veuilles le faire. Et c'est là où j'ai pris conscience que je voulais faire les choses. Mais là, on va revenir tout au long de l'émission par rapport à ce que vous avez fait, le travail que vous faites. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'actualité. On est en plein cœur des régionales. Le second tour des régionales est passé. Donc 66% des Français ne se sont pas déplacés. 85% des Français des 18-25 ans ne sont pas allés voter. Aujourd'hui, ma question est la suivante. La faute à qui? La faute à quoi? À quoi ça tient? Ben, moi, je vais parler de mes fils, parce que j'en ai un de 28 et un de 18. Ils ne se sentent pas du tout concernés par ce qui se passe. Et je pense que je vais entendre parler tous les jeunes autour de moi. Il y en a beaucoup qui s'en foutent parce qu'ils ne sont pas concernés. À l'école, c'est fini, même au niveau. Je me souviens, moi, du programme d'histoire, de tous ces échanges qu'il y avait. C'est quelque chose qui ne rentre même pas dans leur conversation. Mais est-ce qu'ils n'ont pas pris en compte ce scrutin parce que c'était un scrutin régional, ou alors parce que c'était pas un scrutin national? Parce que dans une présidentielle, on vote toujours plus quand c'est une élection locale ou cantonale, voilà, ou Aussi. régionale par exemple. Est-ce qu'il y a ce mode de scrutin qui n'est pas national qui fait que ça a Aussi. joué sur l'abstention? Mais on prend par exemple quand souvent les gens n'allaient pas voter parce qu'il faisait beau, ils partaient en week-end, là il faisait pas beau. Par exemple, mais les gens ne se sentent. J'ai la sensation que les gens ne se sentent pas réellement Oui, mais concernés. on a eu un déconfinement, disons, quasiment complet ces dernières semaines, donc les gens avaient vraiment envie d'en profiter aussi. Est-ce que ça ne tient pas à ça, ou est-ce qu'il y a vraiment une désertion de la vie politique et de la vie démocratique en général, quoi? Est-ce qu'à un moment donné, parce que si on prend l'exemple par exemple de Valérie Pécresse, qui a été élue dimanche avec 45% des voix, ça représente environ 10% des inscrits au niveau régional. Sachant que pour une législative, pour être second tour, il faut 12,5% des inscrits. Donc si c'était une élection législative, elle n'aurait même pas été au second tour, elle n'aurait refait l'élection. Donc est-ce que vous considérez que les victoires aujourd'hui de la droite, de la gauche, les espérances du Rassemblement national ont été moins bonnes que ce qu'elles espéraient? Mais aujourd'hui, est-ce que vous considérez que quand on a 45% des voix, ce qui correspond à 10% des inscrits, on peut vraiment considérer que c'est une vraie victoire? Oui, je pense que c'est une désertion. J'ai passé mon week-end, il y avait, comme c'était l'anniversaire de mon fils, il y avait une quinzaine de jeunes, plus d'autres gens de tout âge. Même j'ai des amis qui ont entre 30 et 60 ans, et je les sens plus concernés politiquement, réellement. Il y a une vraie désertion, on peut rajouter ce qui s'est passé avec le confinement, toutes ces choses-là où les gens ont envie de sortir, mais c'est pareil, une raison valable. Prendre ma génération, on avait un réel envie, voter c'était important, on voulait se faire entendre, mais les jeunes qui étaient là, c'est quand même des mômes qui ont entre 18 et 28 ans. C'est quand même un panel assez riche. Ils s'en foutaient, quoi. Il dit, je ne sais pas pour qui voter, je n'y comprends rien. Il y a un problème. Et est-ce que, d'après vous, si on rendait le vote blanc utile, c'est-à-dire que si on considérait le vote blanc, il y aurait moins d'abstention et du coup il y aurait
vraiment un intérêt à aller dire moi je vais voter parce que c'est mon devoir démocratique, mais je ne me reconnais pas dans la classe politique et dans l'alternative qu'on me propose, et par conséquent je décide de voter blanc. Si le vote blanc était reconnu en C'est nous, clair que est-ce qu'il y aurait moins d'abstention? moi, depuis que je vote, j'aurais voulu que le vote blanc soit utile et reconnu. Donc en fonction du nombre de votes blancs. Donc d'après vous, le fait que le Ouais. vote blanc ne soit pas reconnu, c'est ça permettrait aux gens c'est de ce qui faire permet comprendre. l'abstention. Ça ferait comprendre aux gens qui ne sont pas d'accord avec ce qui se passe. Déjà. D'accord. Je pense qu'au moins, je ne me sens pas compris et je ne Voilà. suis pas d'accord. Donc en fait, comme le vote blanc n'est pas compris, Exactement. du coup, ils se sont dit on va pas voter. Ouais. Alors maintenant, moi, je vais revenir à vous, Monsieur Pérez. Alors pendant plus de 20 ans, vous avez été prof de PS, vous avez enseigné l'espagnol. Quel bilan est-ce que vous dressez de cet enseignement en banlieue? En fait, qu'on soit en banlieue, qu'on soit à Paris, et peu importe la population, je me suis occupé d'enfants et de jeunes. Et le bilan que je dresse, c'est que sur les dernières années, moi j'ai arrêté en 2013, c'était beaucoup plus compliqué à travailler que dans les années 90. En fait, on a eu des changements, ce qu'on appelait des changements sociaux, si tu veux. Changements sociaux. Sociaux, oui, pardon. Où, par exemple, on avait un changement tous les 10 ans, on avait un changement tous les 5 ans. Moi, j'ai connu dans les années 90 ce changement tous les 5 ans. Et en fait, j'avais l'impression que dans les années 2000-2010, il y avait un changement tout le temps, quoi. C'est-à-dire que ces gosses-là qui étaient, excuse-moi, c'était ces gosses-là qui étaient peut-être moins ouverts dans les années 90, mais il y avait une facilité au changement et un intérêt. En fait, il y avait un véritable intérêt. Et on a rencontré avec ce qui se passe à la télé, les émissions qu'on peut voir aujourd'hui pour les jeunes, il y avait ce total désintérêt de tout. Bien sûr, mais moi pourtant, quand vous m'avez rencontré, c'était en 2015, vous avez réussi à me sauver littéralement. Comme je l'ai dit, moi, si je ne vous avais pas rencontré, aujourd'hui, je ne serais pas où je suis, je n'aurais pas fait ce que j'ai fait, et puis je n'aurais pas eu cette connaissance, cet amour de la lecture, de la littérature. Et à un moment donné, moi, je vous ai rencontré quand on était en 2005. Et est-ce que, pour vous, parce que vous me l'avez déjà dit, mais j'aimerais en fait savoir pourquoi, vous m'avez dit, toi, Mohamed, c'est la dernière génération que je forme. C'est-à-dire qu'après toi, je ne vais pas y arriver. Parce que je savais que j'arrivais au bout, j'étais fatigué, parce que je savais que c'était... Parce que quand tu commences à faire quelque chose comme moi j'ai fait, je l'ai fait... Mon leitmotiv, c'était déjà l'amour pour les gens. Je pense que j'ai voulu faire ça pour pouvoir me sauver moi au travers des enfants que je sauvais. Et puis il y a eu une phase de ma vie où je me suis rendu compte que pour pouvoir vraiment aider l'autre, il fallait le faire d'une façon sans rien attendre en échange. Il y avait quelque part, il y a un côté égotique où tu as besoin de sauver l'autre parce que il faut que ta vie ait un sens. C'est là où vous me disiez souvent, je veux pas que tu dises, je veux pas que tu te dises, Mohamed, tu es fier de moi, mais je veux que tu dises, je suis fier de moi. Exactement. C'est ça en fait. Parce que Vous finalement... ne vouliez pas que je me dise, en fait, en réussissant cela, Monsieur Pérez sera fier de moi. Vous m'avez toujours dit non, moi ce qui m'intéresse, c'est pas que tu sois fier, c'est pas que je sois fier de toi, c'est que toi tu sois fier de toi. C'est de la même façon que sans rien attendre en échange, tu le fais parce que tu aimes les gens. Après, ton parcours ne m'appartient pas. Parce que si tu rates ton parcours à ce moment-là, c'est moi qui ai raté. Alors que moi, j'ai fait du mieux que j'ai pu. C'est toute la différence. Mais je savais que j'arrivais au bout parce que les gens commençaient à changer, parce que les valeurs changeaient et que c'était de plus en plus compliqué. Et même moi, à cause du système, hein, j'étais bloqué C'est par la un système. question sur laquelle je vais revenir. Du coup, c'est est-ce que tout au long de votre enseignement, vous avez vu une évolution des mentalités, des comportements en banlieue à travers les années, et si oui, lesquels? Avant, celui qui venait de banlieue, en fait, on a cru que celui qui venait de banlieue avait des problèmes. Moi, j'ai découvert des problèmes avec des enfants qui venaient des quartiers favorisés, qui étaient encore peut-être pires, parce que comme il y avait l'argent, on pensait qu'avec l'argent, on faisait tout. Le changement, il a été que ce gosse de banlieue qui voulait s'en sortir et qui voulait découvrir quelque chose d'autre, c'était difficile. Et tu l'as connu, quoi, toi, quand tu étais en banlieue. Rappelle-toi que tu étais obligé de cacher ton cartable, tu étais obligé de cacher que tu étudiais. Et c'est difficile, c'est-à-dire que tu arrivais dans un... Je me faisais passer pour un traître auprès des jeunes. Exactement, c'est-à-dire que ça n'intéressait pas que tu sois intelligent, mais ça n'intéresse pas quelqu'un d'intelligent, quelqu'un de cultivé, parce que tu devenais un danger, parce que tu pouvais quitter l'endroit d'où tu venais. Et c'est ça qui a été très compliqué. Alors qu'avant, celui qui était dans la banlieue, il avait qu'une envie, c'était quitter cette banlieue. Pas par honte, mais par volonté d'évoluer. C'est exactement ça. Et
En tant qu'enseignant, vous qui avez pratiqué dans les collèges, dans les lycées, que ce soit en banlieue ou à Paris, est-ce que d'après vous, la laïcité est respectée? Sachant que je rappelle que la laïcité, c'est pas juste l'interdiction des signes ostentatoires dans les milieux scolaires. La laïcité, c'est une façon de se comporter, c'est une philosophie, c'est une ligne de conduite. Sur la laïcité, en fait, j'ai l'impression que plus ça va, pire c'est. Parce que finalement, personne ne veut porter d'uniforme et tout le monde est habillé pareil maintenant. Alors que moi, c'était le bonheur quand je suis arrivé au lycée de découvrir ces gens. Il y avait les punks, il y avait les hard rock, il y avait ce qu'ils appelaient les funk, il y avait les babacous, il y avait les rastas, il y avait... En fait, il y avait un mélange de tout, de toutes les nationalités, de toutes les cultures, religions, et tout se passait super bien, on était tous potes. C'est vraiment le vivre ensemble dans sa diversité la plus complète. Pour moi, arriver au lycée, ça a été la liberté la plus totale. Je disais, c'est des fous. Je me mettais un jour en costard, le lendemain, j'avais un jean déchiré. Et c'était la classe et personne ne nous emmerdait. Aujourd'hui, on veut tout mesurer, les vêtements, etc. Tout ça, mais à tous les niveaux, tout ce qui se passe. Ça n'existait pas, ce problème de musulmans, de juifs, de chrétiens, ça n'existait pas. Et est-ce que c'est pour ça aussi, vous, que vous vous êtes retiré de l'enseignement? Parce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit qu'il y a eu tellement de bouleversements sociaux, et notamment au niveau de la laïcité, et vous vous êtes dit à un moment, moi, je me sens impuissant face au phénomène qui est en train de se passer, en fait, à savoir une laïcité qui n'est pas réellement respectée, des codes justement qui sont plus à la norme, des communautés qui s'affrontent. Est-ce que tout ça fait partie du fait que vous avez décidé de quitter l'enseignement? Non, je pense que c'était un ensemble de plein de choses. C'était aussi un ensemble de vouloir vivre, d'être en accord avec ce que je voulais faire. Pardon. Mais en même temps, quand tu parlais de codes, je crois que c'est tous ces codes, tous ces schémas qui sont en train de tuer tout. Je crois qu'à un moment donné, c'est tellement simple de pouvoir vivre les uns avec les autres, et je trouve que pourquoi des codes? Si tout le monde s'entendait d'une façon cohérente, qui est basée sur un respect, pourquoi des codes? Aujourd'hui, tu es en train de te rendre compte, et j'en parlais avec des profs qui me disaient que c'était les élèves qui faisaient la loi dans le bahut. Dans le collège. Attends, mais la loi dans le sens de la tenue vestimentaire. Les filles s'habillaient comme les garçons. Et c'est pas forcément ni des musulmans. On est en train de parler d'une... Je suis vraiment en train de parler du français de base. Hein. On trouvait ces problèmes-là. On est en train de revenir à des trucs où je pense que c'est tellement bien de pouvoir s'essayer à s'habiller comme ci, à s'habiller comme ça, à découvrir de nouvelles choses. Aujourd'hui, de toute façon, on dit qu'il n'y a pas d'uniforme. Va à la sortie d'une école, ils sont tous habillés pareil. Ils ont tous leur paire de baskets, leur legging, leur jean serré, leur doudoune. Aujourd'hui, il y a 3 classes. Tout le monde habillé pareil. Il y a les populaires, il y a les normaux et il y a les bolos. Et puis en même temps, comme on dit quartier bourgeois ou quartier pas bourgeois, tu les reconnais pas. Ils sont habillés tous pareil. Bien sûr, mais sauf que... Mais c'est surtout la notion de respect, moi, c'est les codes. Moi je vais être honnête, je vais dire, les codes m'embêtent pour parler clairement, mais c'est pas le mot que j'aurais employé. Et je crois qu'à un moment donné, c'est tous ces schémas et tous ces codes qui en fin de compte me dérangent. Mais ces schémas et ces codes, est-ce que vous avez plus des difficultés à les rencontrer quand vous avez travaillé à Paris dans des lycées hors contrat ou en banlieue, dans des collèges et lycées difficiles? En fin de compte, c'était le même type de population, c'est-à-dire qu'à partir du moment où... C'est vrai qu'il y avait des gosses qui venaient de la banlieue. T'avais des gosses qui venaient de la banlieue. Le problème, c'est quand t'as un gamin qui vient de la banlieue et qui vient de sa cité. C'est deux fonctions différentes. Mais alors, comprends. Quand moi j'étais entraîneur de foot, le souci qu'on avait, c'est que ces gosses-là venaient de la même cité. Et on les emmenait jouer au foot ensemble. Et de la cité, jouer au foot, et on les emmenait aussi à l'école. C'était les mêmes qui se déplaçaient. Ils voyaient qui d'autre, ces mômes-là, à part eux. À l'école, ils étaient entre eux. À la cité, ils étaient entre eux. D'accord? Et au foot, ils étaient entre eux. Comment on a pu se le permettre d'évoluer à ces moments-là aussi? Moi, j'ai joué au foot, je venais dans des... Mais le foot, c'était extraordinaire, ça nous permettait de sortir, ça nous permettait d'aller voir autre chose. Mais ça nous permettait de rencontrer... C'est un canalisateur, en fait. Oui, mais en même temps, il y avait une mixité qui a plu. Il y avait une mixité qui a plu. Elle est où, la mixité? Moi, ça m'a permis, moi qui suis un gosse d'étranger, qui vivait dans les quartiers pauvres à l'école avant la cité, on était à 7 dans un 30 ou 35 mètres carrés, sans toilette, sans rien. C'est parti de la première émigration. Tu te rends compte que pour nous, prendre le car, aller avec le foot et découvrir que, malgré qu'on était un quartier étranger, découvrir qu'il y avait des Français qui étaient extraordinaires et gentils, alors que nous, on pensait que non. Bien sûr. Mais ça nous a permis d'aller voir autre chose, de découvrir il y a des Français extraordinaires. Aujourd'hui, le gosse qui joue dans une ville, et je ne vais pas en nommer, qui se déplace avec les mêmes mecs qu'il y a dans sa classe, il voit quoi d'autre? Rien.
Il voit rien ce môme-là. Et justement, M. Pérez, moi, la question que je voulais savoir, et je rebondis justement sur ce que vous étiez en train de dire, vous avez rencontré des centaines de jeunes dans votre carrière. Comment est-ce que vous avez fait pour aider ces jeunes comme vous avez pu m'aider moi par le passé? En fait, je pense que pourquoi j'ai pu faire avec toi, parce que, comment t'expliquer? C'était des mômes qui avaient besoin, comme toi, qui avaient besoin justement d'une personne qui s'occupe d'eux. Il y a eu toi, comme il y a eu tellement, c'est vrai que j'ai des souvenirs extraordinaires avec Caroline. Caroline, Jérémy Toto, en plus que des mômes que j'ai toujours des nouvelles, vous êtes beaucoup, hein, en 22 ans quasiment, des mômes que j'ai, mais il y avait un véritable impact, ces mômes-là s'accrochaient à quelqu'un qui s'occupait d'eux, à quelqu'un qui les aimait et qui leur disait. Et ça c'était hyper important qu'à ce moment-là, juste au moment où ils étaient en fracture avec leur famille, Fixer un cadre. tu fixes, voilà, ils avaient besoin d'un cadre, mais ce qui s'est passé c'est que tu as d'autres mômes où quand tu as travaillé en banlieue, plus ça allait, plus ces mômes-là étaient influencés par cette banlieue-là, où moi j'avais du mal à intervenir, parce qu'il y avait un poids trop lourd sur eux. Toi, c'était 1 sur je sais pas combien. Eux, ça a été, tu sais, quand tu comptes le nombre des milliers de mômes que j'ai eu, aussi bien au foot, dans les centres, dans les écoles, que j'ai connus en plus de 20 ans, en 25 ans, Et tu te rends compte qu'en 30 ans, je veux dire, mais tu dis... vous en avez sauvé combien en 30 ans? Tu vis pas comme ça, c'est même pas ça. C'est qu'en fin de compte, au début, je t'ai dit, tu veux sauver le monde, et après tu te dis, j'ai apporté ma pierre à l'édifice. Et est-ce que vous avez eu beaucoup d'échecs ou pas? Mais c'est justement, comme j'attends rien en retour, c'est pas mon échec. Parce que c'est difficile d'y avoir un échec, Ouais, parce que vous ce avez dit moment-là... précédemment, parce que ces justement, gosses-là- s'ils ne réussissent pas, je me remets en question. Parce que ces gosses-là, si tu veux, si à un moment donné, dans leur vie, c'était peut-être leur chemin de vie d'avoir cet échec-là, pas forcément avec moi, mais moi C'est j'étais là où tout vous seul. m'avez dit Maktoub. Mais oui, c'est que tout est écrit, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au début, tu veux sauver tout le monde, donc tu le vis comme une désillusion quand tu n'y arrives pas. Et tu comprends qu'en fin de compte, tu ne peux pas sauver le monde. Et là, tu comprends à travailler différemment, déjà de Parce que sauver si on toi. ne veut pas faire, personne ne pourra le faire à Et notre place. Tu n'apprends pas à faire pour l'autre déjà. Bien sûr. Et moi, là par contre, c'est vraiment des astuces que je vous demande pour les autres enseignants, et on va y revenir après. C'est quelle est votre méthode? Qu'est-ce que vous faites pour que ça marche avec certains et que certains viennent de la banlieue? À un moment donné, ils sont virés de tous les collèges en banlieue, de tous les lycées en banlieue. Ils sont pris en charge par l'ASE. L'ASE leur dit voilà, on va vous payer des écoles à 5000 balles le mois. Et là, on rencontre des gens comme vous. Et ces mecs-là, ils se retrouvent à avoir, comme moi, un master de lettres modernes. Ouais, mais là, Quelle est la méthode? première méthode, c'est aimer ce que tu fais, aimer les gens avec qui tu travailles. Non, mais comment les détecter, ces gens? C'est difficile J'ai parce rien. que... Vous avez des classes où vous avez 35 élèves à gérer. À un moment donné, vous avez un jeune de banlieue, il vient, il se met Mais c'est comme pas- ça, il te dit va faire niquer, toi et tes livres. Comment mais ça vous fait faites pas. pour sauver ce jeune Mais et c'est faire pas en sorte lui, que c'est- ce mec-là qui te dit va te faire niquer, Parce toi que et tu tes parce livres, que tu viens du à même un endroit moment que lui. donné, vous dit un jour voilà, Tu Edouard viens de du même Pérez, endroit grâce que à lui. vous, j'ai mon master de Tu lettres. viens du même endroit, je viens du même endroit que lui. Aujourd'hui, il va dire va te faire enculer, alors que nous on l'aurait peut-être pas dit comme ça, mais en fin de compte, il est en train d'exprimer quoi? Une souffrance. Il a juste peut-être besoin que quelqu'un l'entende et quelqu'un lui montre qu'on peut parler comme lui, mais aussi on sait parler comme les C'est autres. exactement ça. En fait, c'était de montrer que moi je savais parler comme toi, mais je savais aussi parler comme eux. Et que ça s'appelait l'adaptation. Ça s'appelait une évolution. Ça veut dire que c'est pas parce que. Rappelle-toi que je disais tout le temps, fermer sa gueule ne veut pas dire baisser son franc. Apprendre, et puis il y avait une phrase extraordinaire. Moi j'adore cette phrase-là, c'est la première phrase du Coran. Pourtant, moi et je suis pas religieux. Mais quand tu dis des peuples et des tribus différentes, de cultures différentes, de langages différents, pour que tu apprennes à l'autre, pour que tu apprennes de l'autre sans jamais imposer ce que tu ne veux pas qu'il t'impose. C'était simplement lui montrer et qu'on pouvait faire les choses, qu'on avait Moi, aussi tu m'as notre dit, place. il faut maintenant que tu aies des diplômes, que tu réussisses, que tu montres que tu es quelqu'un, que tu vaux quelque chose. Parce que dans notre société, on a besoin de ça. Et c'est pas parce que tu as des diplômes que d'autres valent. Des profs, on pourrait aller chercher des mecs. Aujourd'hui, on demande des diplômes au niveau des profs, des universitaires. Il n'y a plus de formation. Et il y a des Mais mecs. justement, on va y Attends, arriver, c'est qu'il y a on va des y arriver, on mecs- va il y y a des mecs arriver, qui on sont va y pas arriver. forcément profs et qui pourraient aider. Mais du coup, comment est-ce que vous faites pour que ça marche et quelles sont vos méthodes? Quelles ont été vos méthodes? Je ne sais pas s'il y a une méthode en fait. Je te dis, aimer profondément les gens, mais tu choisis pas les élèves, c'est comme on dit, le hasard n'existe pas. La personne va se retrouver à cet endroit-là et va avoir besoin de toi de la même façon que toi, tu as peut-être aussi envie ou besoin de cette personne-là aussi.
c'est comme l'amitié, pourquoi tu as rencontré cette personne-là, pourquoi ça accroche, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu as eu un impact. Non, mais je pense parle que de vos méthodes d'enseignement. Les méthodes d'enseignement, c'était basé sur l'honnêteté, la confiance. Et la pédagogie aussi. Et la pédagogie, oui, toute cette pédagogie-là, mais c'est plus, en fin de compte, quand tu fais toute la pédagogie, bien sûr qu'il y a la pédagogie, mais c'est la façon d'aborder les choses. Mais ce qui est clair, c'est que la confiance, c'est la confiance. C'est pas tout mélangé, c'est vraiment, il n'y avait pas de règles ou de lois, il y avait un respect. On devait respecter l'endroit dans lequel on se trouvait, c'était simplement s'adapter à l'environnement dans lequel on était. Et à partir de là, on pouvait faire beaucoup de choses. Mais tout est basé sur le respect. Et moi, du coup, j'ai une question à vous poser, parce que vous avez été, selon moi, un enseignant exemplaire. Si vous deviez donner un conseil aux enseignants qui galèrent véritablement et qui sont à bout, il y en a qui sont morts pour leurs idées. Je parle de Samuel Paty, par exemple. Il y a des professeurs aujourd'hui, notamment, je parle des professeurs d'histoire, qui sont vraiment à bout. Quel conseil est-ce que vous pourriez leur donner? Si vous pouviez les conseiller, qu'est-ce que vous leur diriez? Mais tu te rends compte qu'il se passe que ce mec-là, aujourd'hui, qui est prof, qui est censé venir enseigner, bon, moi j'étais dans des écoles bien spécifiques où en plus d'enseigner, on savait qu'on avait des élèves à problème. On était formés aussi par rapport à ça. Et tu as des profs qui arrivent, qui sont profs, avec tout l'amour du monde, toute la bonne volonté, de vouloir transmettre un savoir. Ils se retrouvent en train de gérer des problèmes qui n'ont rien à voir qui n'ont rien à voir dans une classe, qui ne devraient pas être dans une classe. Sûr. On a des groupes qui sont complètement... Ils se retrouvent à éduquer alors qu'ils sont censés enseigner. Et le rôle des parents dans tout ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, eux, ils arrivent en fin de course, hyper limités avec ce qu'ils voudraient faire. Tu fais quoi ces gars-là? Aujourd'hui, prof, moi, avec ce qui se passe, non, je sais plus, tu vois, Vous avez baissé les bras? C'est pas que j'ai baissé les bras, je suis passé à autre chose. Et quand je vois ce qui se passe, c'est un combat de tous les jours, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux qu'eux viennent faire là où les parents ont baissé les bras, là où tu as des gamins qui se retrouvent où la justice, le mec il est jugé je sais pas combien de fois avant qu'il y ait une sanction qui soit prise. Et puis rappelez aussi que vous parliez des années 90, et moi je fais partie de cette génération où quand un parent d'élève était convoqué parce un élève ou un lycéen, un collégien avait fait une bêtise, quand le professeur critiquait l'élève, le parent lui donnait une gifle à son fils. Aujourd'hui, c'est limite si on n'insulte pas les professeurs. Non, c'est pas limite, ça arrive, c'est ce qui se passe. Hein. Moi, j'ai des exemples, j'ai des gens de ma famille qui sont enseignants. Tu prends aujourd'hui un problème aussi très grave, c'est qu'il y a un portable. Et en fin de compte, tout ce qui va se passer en classe, c'est sur les réseaux sociaux. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, d'ailleurs, c'est une anecdote que je tiens à préciser. Un jour, il y avait une réunion parents d'élèves et vous avez vu ma maman. Et elle vous a dit, s'il fait des bêtises, il faut le frapper. Oui, mais ça fait partie de cette génération. Oui, je me souviens. Mais ça fait partie encore de cette génération qui faisait confiance. Parce que, attention, il y a eu des abus aussi. Le prof représentait l'autorité, comme le curé a représenté l'autorité. C'est là aussi il y a eu des abus. Oui, mais je veux dire le problème, c'est qu'il y a des abus dans l'autre sens. Là où ma maman, c'est-à-dire, n'était pas vraiment, ne parlait pas vraiment le français correctement et tout, elle avait quand même dans l'idée que l'enseignant, c'était l'autorité. Et qu'elle lui donnait ses pleins pouvoirs. Comme mes parents, parce qu'on avait ce truc-là, nous on devait respecter. C'est là où il y a eu des abus aussi. Et pourquoi est-ce que justement certains profs ont décidé de tirer les rideaux? Mais regarde ce qui se passe dans les familles, va dans les familles et tu comprendras qui a pris le pouvoir, va voir devant les tribunaux pourquoi il y a de plus en plus de plaintes portées contre les propres enfants. Parce qu'une chose, c'est qu'on dit l'obligation des parents, mais ce que ne savent pas les ados, c'est qu'il y a une obligation des ados. Mais justement, c'est la question à laquelle j'aimerais venir, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les parents d'élèves prennent l'ascendant sur les enseignants, là où il y a 10 ou 15 ans, c'est inversement. C'était les enseignants qui prenaient l'ascendant sur les parents, et les parents d'élèves disait amen à tout ce que disait l'enseignant. Aujourd'hui, c'est l'inverse, c'est limite si le parent d'élève ne va pas blâmer l'enseignant parce qu'il a puni son élève, parce que son élève est mal élevé ou alors qu'il a fait une faute, qu'il a commis une faute, pardon. L'école est représentative de la société. C'est-à-dire que pourquoi ça fonctionnerait à l'école, étant donné que ça ne fonctionne pas à l'extérieur, je te dis, les parents ont perdu, il y a plus pouvoir que pouvaient avoir ses parents, ou nous, gosses d'étrangers, gosses d'immigrés, où il y avait ce respect, il fallait qu'on s'adapte, il fallait qu'on soit mieux, excuse-moi, que les Français.
Parce qu'on avait une chance d'être ici. C'était une Bien sûr, chance pour c'est nous. une Mais au chance départ, pour nous, oui, évidemment. mais au départ, on ne le vivait pas forcément comme une chance, parce qu'on avait quand même cette colère du français, d'accord, sans aucune méchanceté. Moi, j'ai jamais eu, Moi, je ma parle de ma maman n'a géné- jamais eu cette Moi, colère je français. parle- Elle m'a toujours dit, moi, je mon parle de fils, ma tu génération. as de la chance de vivre Oui, mais ici, nous, dans nos- le pays d'origine, on mangerait des pommes de terre. Oui, mais attends, nous on se retrouvait aussi, comme ils peuvent se retrouver dans la cité, où finalement on côtoyait que des gens qui venaient de l'immigration, et le seul qu'on voyait, c'était celui qui Sûr. venait chercher le loyer. Mais nous on a eu la chance, c'est qu'on a eu il y avait cette mixité a permis qu'on voyait d'autres gens, et qu'on s'est rendu compte que finalement on était tous pareils. Il y a eu cette envie de sortir de l'endroit où on était. Bien sûr. C'est ça notre Mais, richesse. et justement, et aujourd'hui, la question du vivre ensemble, elle est vachement menacée dans les quartiers, dans les cités. Et vous, si vous étiez au gouvernement, qu'est-ce que vous proposeriez pour renouer avec ce vivre ensemble, que ce soit dans les quartiers ou dans certains lycées parisiens hors contrat où justement, comme vous disiez, l'argent ne fait pas tout. Alors c'est marrant cette question-là. Quand j'ai habité à Argenteuil, il y avait un truc extraordinaire, ils ont démoli des tours qui faisaient 16 étages. Et en fait, on a démoli la tour, et on a recréé une tour qui fait 6 étages, mais en fait, on l'a mis dans... C'est-à-dire une tour, dans le sens de la verticalité, on l'a mis dans l'horizontalité, mais il y a les mêmes dedans. Et ils côtoient les mêmes gens. Est-ce qu'à un moment donné, le fait qu'on a créé ces ghettos-là qui sont là, est-ce qu'à un moment donné, justement, on a pris les gosses qui habitaient dans la cité, ils vont ensemble à l'école, ils vont ensemble au stade, c'est ce que je disais. On a créé la même chose. Ils rencontrent quand d'autres personnes? Il aurait fallu carrément éclater les banlieues, permettre une vraie mixité, comme tu dis. Une vraie mixité dès le départ. Pas forcément les mêmes familles ensemble, pas forcément, c'est dommage qu'une famille française quitte l'endroit, on remette une famille étrangère. Pourquoi? Si on met une vraie mixité, il aurait fallu éclater tout ça. Et pas rassembler tout ça. Mais vous savez, aujourd'hui, selon l'endroit où on habite, on va au lycée ou au collège qui est sectorisé. Donc, est-ce que vous êtes pour la désectorisation, justement, de ces lycées et des collèges? Et est-ce que vous êtes pour le fait, par exemple, qu'un lycéen du 93 puisse aller dans une école à Paris, puisse aller en terminale littéraire, par exemple, dans un lycée parisien, et à l'inverse, un Parisien qui est en terminale scientifique puisse aller justement dans un lycée du 93. Est-ce que pour vous, cet échange, cette désectorisation justement des attributions au lycée et au collège peut permettre de renouer avec ce vivre ensemble? On va prendre, regarde, mon fils qui était à l'école à Puteaux. Quand il est arrivé à Argenteuil, il s'est retrouvé avec une majorité de population qui était d'origine, peu importe, étrangère, mais d'un niveau social qui était ouvrier. Mon fils, il a perdu tout son niveau. D'accord? Donc permettre aux uns et aux autres d'aller, je ne vois pas qui accepterait, qui est dans les bons quartiers, un gosse de l'école de Puteaux accepterait d'aller à Argenteuil ou d'aller dans des villes où il y a une majorité étrangère. C'est pas ça le problème, c'est que pourquoi déplacer des gosses? C'est-à-dire qu'on ne va pas leur ajouter un temps de transport, c'est justement, on veut arranger le problème comme ça. Non, il va falloir qu'à un moment donné, on se penche réellement sur le fait que ces cités, il y a la même population et que ces enfants, justement, ils devraient avoir un mélange de tout. Mais tu vois, qui c'est qui va accepter d'aller dans les quartiers compliqués du 93 ou du 92? Oui, donc c'est une Personne. question politique. Par contre, ça arrangerait, est-ce qu'un gosse du 93, il va avoir envie de se taper 1 heure de transport en commun pour aller de l'autre Oui, côté? puis il y a un souci politique par rapport à ça. Donc Et à un ça moment fait- donné, on déplace le problème, on n'est pas en train de le régler. Et là, par contre, j'aimerais qu'on parle d'une question qui est fondamentale, que ce soit à Paris, en banlieue, dans les milieux ruraux, partout, c'est un phénomène qui existe, c'est le phénomène du harcèlement scolaire, qui conduit parfois certains jeunes au suicide. Qu'est-ce que vous pensez, vous, Eduardo Pérez, de ce phénomène? Avez-vous déjà eu affaire à des élèves qui étaient qui étaient victimes de harcèlement scolaire? Et comment est-ce que vous avez pu faire pour justement identifier ce phénomène et faire en sorte de l'éradiquer? Bien sûr que ça existait tout le temps. Moi, je récupérais des élèves, par exemple, qui avaient été victimes de harcèlement scolaire, et tu te rendais compte que c'était les mêmes qui se faisaient potes avec les caïds pour harceler à leur tour. D'accord? Qu'est-ce qui se passe quand tu es dans une école? Déjà, c'est être présent, voir ce qui se passe et rompre la loi du silence. Faisait partie des profs qui n'avaient pas peur de dire ce qui n'allait pas, qui mettaient les pieds dans le plat. Donc à partir de là, il n'y a plus de problème quand tout est mis en évidence.
Là, on parle, dans les années déjà 90, je faisais intervenir la police du 5e arrondissement au niveau de l'établissement scolaire dans le 5e l'école Claude Bernard. Pourquoi? Parce que pour parler des problèmes qu'il pouvait y avoir pour intégrer la police à l'école, parce que ça faisait partie des gens qui n'étaient pas forcément des méchants, qui étaient des gens avec qui on pouvait parler. Aujourd'hui, c'est comme si aujourd'hui on ne pouvait plus parler de rien. Le flic, il n'est pas bon. Tu vas dans les quartiers, même le pompier, tout ce qui représente quelque chose qui va représenter l'État. Je crois que pour ça, il va falloir rétablir un dialogue. Le monde qui va se sentir mal, il va pouvoir en parler. Il va falloir que les profs se mouillent. Il va falloir que les établissements scolaires bougent. Mais c'est encore une fois à l'image de ce qui se passe dans la société. Le môme qui a fait le con, il se retrouve dehors. Et la personne qui a été agressée, elle continue d'avoir peur. Ben dans les écoles, c'est pareil. Mais à un moment donné, je te dis, on est en train de déplacer les problèmes. Je crois qu'il faut revenir à la base. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut avoir une concertation justement avec les parents, les conseillers d'orientation, les professeurs, pour éviter ce phénomène justement, pour éviter que ce phénomène s'accroître? Pourquoi, alors, soi-disant une Europe, pourquoi à ce moment-là, on ne va pas prendre ce qui fonctionne dans les autres pays et qu'on n'utilise pas nous? D'accord? Et qu'on utilise tout ce qui fonctionne partout, d'accord? Et qu'on utilise en France. Donc vous pensez que le phénomène du harcèlement scolaire, par exemple, il faudrait identifier ce phénomène dans différents pays européens, voir là où ça n'existe pas, où ça n'existe plus, ou du moins on fait en sorte que ça n'existe le moins possible, justement, pour pouvoir justement déjà, si on a plus prendre les mêmes méthodes en France et les appliquer. Si on en parle à l'école déjà du harcèlement, comme tu dis, si on en parle librement à l'école et que les profs... Mais qui doivent en parler? La police? Les profs dans les classes, que ça se parle, que les gens aient le courage de parler, que les gens se sentent aussi protégés par rapport à ça. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on en soit arrivé là, déjà, le problème. Aujourd'hui, on est en train de résoudre des problèmes, mais on est en train de résoudre des conséquences. Mais est-ce que pour vous, il y a certains professeurs qui savent qu'il y a certains de leurs élèves qui sont victimes de harcèlement scolaire, mais qui jouent la politique de l'autruche? Il y a tout, il doit y avoir sûrement tout, mais derrière, c'est que s'il n'y a pas les moyens par rapport à ces gens-là d'agir, je ne sais pas les moyens qu'ils peuvent avoir. Je te dis, l'école n'est pas là. Tu te rends compte du rôle, l'école, elle a pris un rôle de plus en plus important avec des gens peut-être de moins en moins formés, mais ce n'est pas le rôle du prof. Ben justement, je vais revenir à cette question, parce que tout à l'heure, vous avez parlé de la formation. Depuis quelques années, le gouvernement a supprimé la formation des enseignants, une formation qui leur permettait d'être mieux armés contre tous ces problèmes, faire face aux problèmes de discipline, de pédagogie et pallier justement à un certain nombre de problèmes. Eduardo Pérez, selon vous, faut-il rétablir cette formation et quels seraient les points sur lesquels il faudrait insister pour leur garantir une sérénité dans leur enseignement? Alors déjà, on va prendre l'exemple d'une personne que j'ai en tête, d'une gamine qui est prof, je dis une gamine. Tu prends une gamine qui est formée, qui est là pour apporter un enseignement, d'accord? Transmettre un savoir et permettre à cet élève-là d'accéder aux exigences, d'accord? Tu peux demander sa classe ou son diplôme. Mais elle ne vient pas faire son travail, elle vient et elle a peur. Elle vient, elle peut être insultée, mais c'est pas normal de faire quoi comme ça. Déjà, sa formation ne tient pas la route. Elle se retrouve sans aucune expérience. Pourquoi cette gamine, elle se retrouve c'est la première fois qu'elle va dans un quartier difficile. Elle n'a jamais été confrontée à ça. Ça ne veut pas dire que maintenant, dans les quartiers difficiles, on va envoyer des mecs au niveau de la taille et puis avoir fait ceinture noire. Il va falloir changer tout un système pour que le prof puisse enseigner. Ou que ça soit au niveau de la formation, que ça soit au niveau de l'accueil dans les écoles. Tu prends des gamins qui continuent à être en cours et on les fait plus redoubler. Et ce môme-là qui fout la merde, on devrait peut-être l'orienter dans un autre système, quelque chose où il y ait vraiment une aide. Pas une aide où on paye, une aide où il y a quelque chose, une vraie formation. On devrait revenir aussi sur les formations. Valoriser peut-être aussi aujourd'hui ce qui est le travail manuel. Prendre l'exemple là sur les pays membres de l'Europe, de l'Union européenne. Et prendre ce qui fonctionne. Et est-ce que d'après vous, c'est un manque de volonté ou alors une sorte de naïveté hypocrite? Je ne sais même plus quoi répondre, mais à un moment donné, c'est comprendre pourquoi elle a été mise en place l'Europe, si ce n'est que pour avoir la même monnaie partout. D'accord? Et pourquoi on n'utilise pas ce qui fonctionne? Sachant qu'on verse beaucoup d'argent à l'Europe et qu'elle nous en rend beaucoup moins que ce qu'on... Mais ce qui sera intéressant, c'est utiliser ce qui fonctionne et puis un peu plus concerter à tous les niveaux. Bien sûr. Mais donc refaire la formation, rétablir la formation pour les enseignants. Une vraie formation, mais au-delà de ça, il y a une vraie formation qui a un vrai, appui pour ses profs. Et puis peut-être utiliser ces anciens professeurs
qui sont justement aujourd'hui à la retraite aussi. et qui ont travaillé justement Mais dans il les faut années où le vivre ensemble Tu sais, était possible. la population elle a beaucoup changé, c'est-à-dire que je ne suis Oui, pas persuadé qu'aujourd'hui ces jeunes qui acceptent Vous pas croyez que les l'autorité méthodes des ne sont parents. pas les mêmes? Si tu veux, je crois qu'on pouvait se permettre des choses qu'aujourd'hui ça serait inacceptable. Moi je pouvais te mettre un coup de pied au cul à toi et ça pouvait fonctionner aujourd'hui. Mais je justement, pense comment que faire pour que ce soit acceptable? Mais c'est difficile parce que l'école, comme je t'ai dit, je pense qu'elle est représentative de ce qu'on a mis en place dans cette société-là. Et les gosses, ils sont en train d'exprimer leur mal-être. Donc au c'est tout travers un de- système politique au niveau de Ouais. l'éducation nationale qu'il faut refaire. C'est pas forcément au-delà de l'éducation nationale, si tu veux, je pense que c'est une conséquence. On est, tu vois, c'est ce qui en débouche. Mais c'est Ouais. pas en changeant l'école qu'on va régler les problèmes. C'est Ben comme justement, moi j'aimerais arriver à l'avant-dernière question, Eduardo Pérez. Et justement, M. Pérez, là où je vous pose cette question, c'est parce qu'on est à 10 mois de la présidentielle. C'est peut-être la dernière présidentielle où l'on va vraiment pouvoir avoir le choix de choisir. D'après vous, quels doivent être les axes de campagne qui doivent être menés et quels sont les sujets qu'il va falloir aborder? Moi, je pense que les gens, les axes, forcément l'éducation, parce que ce serait peut-être bien qu'il y ait quelque chose qui se passe vraiment au niveau de l'éducation, qui soit vraiment concerné. Comme je te disais tout à l'heure, l'éducation nationale, c'est vraiment un gros budget, mais quand on revalorise certains diplômes, on redonne envie à ces mômes-là. Il n'y a pas que ça, mais que les jeunes se sentent concernés par ce qui se passe. Moi, quand j'entends parler politique aujourd'hui, j'entends ces gamins-là, ils disent quelle est l'image d'un politique? Un menteur subventionné, en fin de compte, c'est limite si bientôt on va leur dire il est pour quelle banque ce monsieur. C'est-à-dire que les gens ont plus confiance. Je ne dis pas qu'avant c'était des gens de confiance au niveau politique, mais je pense que les gens ont plus confiance. Il y a un désintérêt pour la politique. Il y a un désintérêt, et là tu te rends compte, il y a un vrai. Aujourd'hui, on est en train il y a une vraie fracture, c'est-à-dire qu'on sent de plus en plus celui qui a de l'argent, celui qui n'en a pas. Les classes moyennes sont en train de tomber. Aujourd'hui, tu disais avant un salaire de 2004 ou un salaire de 3004. Je suis désolé, quand tu vois que tu payes un loyer de 1004 ou 1300 euros en banlieue, dans le privé, mais ces gens-là, une fois qu'ils ont fini de payer tout ce qu'ils doivent, ils font quoi? Il leur reste quoi? Rien. Et justement, M. Pérez, vous parlez de la présidentielle, des axes de campagne, ce qu'il faudra mener. Et moi, je voulais savoir, est-ce que pour vous, il faut créer un plan spécial pour les banlieues? Est-ce qu'il faut réconcilier la banlieue avec le reste de la nation? Si oui, comment faire pour poser les jalons de cette réflexion? C'est-à-dire, comment faire en fait pour faire en sorte que la banlieue et la République ne fassent plus qu'un? Pour changer le monde. La seule chose, au lieu de répondre, moi en fait quand tu me poses une question, ça m'emmène à une autre question. Comment se fait-il que les gamins aujourd'hui, quelqu'un qui gagne le SMIC comme mon fils par exemple, il va pouvoir habiter où? Parce qu'en fin de compte, il n'a même pas les moyens de vivre en banlieue aujourd'hui. C'est-à-dire on est en train de prendre une distance, on est en train de créer le Grand Paris, et tous ces gamins-là, soit ils vont vivre en colocation, soit ils sont obligés de rester à la maison. Ils vivent chez leur mère, ils ont 40 ans. On est en train de créer cette génération-là qui ne peut plus. Comment ils vont accéder à la propriété, ces mondes-là? Eh bien justement, c'est une question moi, que j'aimerais vous poser. Est-ce que vous êtes pour la préférence nationale ou pas? Qu'est-ce que tu veux dire par la préférence nationale? C'est-à-dire que tout Français a une priorité sur le logement, le travail et les aides sociales. Qu'est-ce que ça s'appelle? Parce que moi, je suis français. Ce que je veux dire en fait, c'est que votre fils, par exemple, il gagne le SMIC. Aujourd'hui, il n'a pas le droit d'avoir un logement. C'est un exemple que je donne. Attention, je ne fais pas de l'ostracisme en aucune manière. Si demain, une femme, un homme et un enfant viennent de Turquie ou d'Afghanistan, d'Algérie ou du Nigeria par exemple, ces gens-là auront la priorité sur le logement social par rapport à votre fils qui lui est français, travaille en France et paye des impôts en France. C'est la raison pour laquelle je vous demande, est-ce que pour vous, la préférence nationale est une nécessité pour pallier justement au problème du logement par rapport à nos jeunes Français qui travaillent, qui vivent en France et qui payent des impôts? Oui, de la même façon, pas plus que comme je t'ai dit, qu'il y ait des gens, comme tu dis, français, qui vivent dans des municipalités, qui ont accédé à la propriété, qui louent leur appartement, parce donc que il y a du clientélisme. Ça leur apporte 1600 ou 1500 euros par mois en habitant par exemple plutôt, et eux ils ont des appartements logements sociaux à 500 euros par mois, pas plus que l'étranger qui arrive. Attends, je veux finir. Comment ça se fait que cet étranger, est-ce qu'à un moment donné ça fait pas partie de ce système
que cet étranger là qui vient en France ou cet Africain ou l'autre, comme nous on est venu ici, mes parents comme les tiens, pour avoir une vie meilleure, d'accord? Est-ce qu'à un moment donné, on n'est pas en train de... C'est facile d'aller là-bas et si tu veux, est-ce que c'est pas un retour de ce qu'on a semé? Non, mais là, en gros, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que si vous voulez que votre fils, justement maintenant qui est majeur, qui travaille, veut avoir un logement social digne de ce nom, il faut qu'il se marie et qu'il ait des enfants. C'est Je suis clairement la d'accord avec toi. condition. Cette famille-là qui arrive en France à un moment donné, si tu veux, je vais la voir aussi dehors, ça va me poser problème. Par contre, pas plus. Ce qui me pose plus problème que ça, c'est ce mec-là qui bénéficie de logement social alors qu'il pourrait, lui, louer dans le privé. Oui, Ça bien sûr. pose plus problème Bien sûr. que ça. Mais Je vois après, une comme je famille- vous dis, il y a du clientélisme, c'est vrai qu'il y a des choses qui se font dans le logement social, dans les logements sociaux, tu vas dans pardon, toutes les qui ne municipalités. se font pas. Et ça, je suis complètement d'accord avec vous. Mais maintenant, à un moment donné, la préférence nationale, c'est de dire, aujourd'hui, moi par exemple, moi ce qui me rend fou, je travaille en France, je paye des impôts en France, je suis fier de payer des impôts en France, parce que ces impôts-là, c'est grâce à ces impôts que moi j'ai eu une maman qui a pu nous élever, moi et mes deux grands frères, sans avoir de père. Aujourd'hui, je suis en train de me dire, pourquoi est-ce que je vois tellement de gens SDF dormir dans la rue alors qu'on continue d'accueillir des gens et de leur donner des logements sociaux? Alors qu'il y a tant de gens qui sont dans la misère, il y a 11 millions de Français qui vivent sous le seuil de pauvreté. À un moment donné, moi je me demande pourquoi accueillir une nouvelle immigration alors que les Français eux-mêmes, certains des Français sont dans la rue, n'arrivent pas à bouffer aujourd'hui. Ils ont les restos du cœur pour manger. Pourquoi est-ce qu'on va accueillir une nouvelle immigration qui va rien nous apporter, sinon de l'argent, parce qu'on va leur donner l'aide médicale d'État, on va leur donner des logements sociaux parce qu'ils sont prioritaires, parce qu'ils ont des gosses, parce qu'ils viennent pondre en vertu du droit du sol. Je suis désolé, hein, c'est une façon de le dire, mais c'est une manière de le dire. C'est la réalité. Moi, quand je vois des SDF en France, je me dis, pourquoi accueillir de nouveaux étrangers en France ? Moi, j'ai du mal à répondre à cette question parce que je suis un gosse d'étranger comme toi et qu'heureusement qu'à ce moment-là, on a pu accéder, même nous, plus difficilement que vous, parce que ma mère, elle était espagnole, donc on ne lui donnait pas d'appartement si elle ne prenait pas la nationalité française. D'accord? Et qu'à ce moment-là, si on avait pensé comme ça, bah, tu serais retrouvé sans logement. Donc, je pense que le problème, il est plus loin que ça et on fait porter le chapeau à ces gens-là. D'accord? Et ça cache beaucoup d'autres vérités où je te dis, ce qui va me poser plus problème, c'est des gens qui pourraient vivre dans leur appartement et qui font du fric, qui travaillent dans des municipalités, qui peuvent louer 2 appartements, qui peuvent les réunir. Ça va me poser plus problème. J'ai du mal à me dire qu'il y a cette famille-là qui arrive parce qu'elle veut peut-être proposer quelque chose de plus à sa famille, leur donner une éducation. On leur a fait croire au rêve américain, au rêve européen, ces gens-là, ils ne sont pas arrivés là par hasard. C'est seul. Je pense qu'en parlant de ça, on ne règle pas le problème. On va régler une situation, oui, c'est pas bien, j'entends les gens, c'est pas normal qu'on donne à ces gens-là et que mon fils, il n'est pas. D'accord. Mais ça va plus loin que ça. Je pense que si demain, ces gens-là, on ne les accueille pas, je ne pense pas que ça réglera le problème. Il y a un problème plus mais gros que si ça, demain, je veux dire aujourd'hui, par exemple, à un moment donné, moi je vois la réalité telle que je la vois au jour le jour. Quand j'ai des Syriens qui sont au bord de la route, qui viennent me demander de l'argent, je me dis, ces gens-là, en les faisant venir en France, qu'est-ce qu'on leur promet à ces gens-là? Quel avenir on va leur donner, sachant que chez nous, il y a des gens qui crèvent la dalle? Ouais, mais ils sont là. On fait quoi? On les met dans quoi? Dans des bus et on les renvoie chez eux? Non, moi je pense qu'il faut à un moment donné créer une politique de l'intégration, c'est-à-dire intégrer ceux qui sont arrivés. Une fois qu'ils sont intégrés, tenter de les assimiler s'ils le veulent, sachant que l'intégration me suffit. Et à un moment donné, je crois qu'il faut mettre un stop à l'immigration. C'est-à-dire qu'il faut stopper à un moment donné l'immigration qui... Ça dépend, il y a plusieurs types d'immigration. Enfin, de pire en pire, je pense que ça va bouger quand tu vois que c'est des pays où il n'y a quasiment plus rien. Oui, moi je pense par exemple que des immigrés qui viennent en France aujourd'hui, je pense qu'ils devraient cotiser au moins 2 ans pour pouvoir bénéficier de certaines aides. Je pense qu'on ne peut pas dire aujourd'hui à un immigré, viens en France, on te donnera tout, c'est pas possible. Je ne peux pas, moi, demain, promettre à un étranger ce que je ne peux pas donner à mon propre Français. Vous comprenez ce que je veux dire? J'entends, mais ça va plus loin que ça, ça me pose problème par rapport encore à ces gosses qui n'ont pas à bouffer,
Parce que je pense que le problème, il est plus grave que ça. Mais il y a des Français qui n'arrivent pas à Mais je suis bouffer. d'accord Il y a des avec toi. Français qui Moi, je crèvent la réponds à ta dalle. question. Est-ce que ces gens-là, j'accepterais qu'ils aient un appartement? Ils sont là, j'en fais quoi? Oui, je leur donne un appartement. Je te dis, le problème, il est plus grave que ça. D'accord, et vous acceptez que votre fils, qui lui est français, qui est né en France, qui a grandi en France, qui travaille, qui paye des impôts, ne puisse pas avoir d'appartement? Non, non, je Parce l'accepte que vous pas. donnez la priorité à ces gens-là? Mais de la même façon, je te dis qu'on doit donner la priorité pas qu'à ces gens-là, et qu'il y a d'autres choses aussi, et que ça arrange tout le Oui, monde. qu'il y a une sorte de clientélisme au sein des C'est pour logements ça que je sociaux, te c'est dis, vrai. c'est-à-dire que Il y a un trafic aussi qui est c'est pas fait parce qu'on en a- interne, c'est Bah, vrai, je suis d'accord avec Déjà, vous. si tu prends toutes les municipalités. Ça, c'est vrai, il y a un travail à faire à ce niveau-là, ça, je suis d'accord avec vous, je suis complètement d'accord avec vous. Pourquoi il vient là, cet Mais étranger? il y a deux problèmes. Je me mets à la place de cet étranger-là. Moi, si aujourd'hui j'étais dans son pays avec les conditions de vie qu'il a et qu'on m'a raconté Eh de ben, venir ici, je sais pas voyez-vous, si moi, je j'ai prendrais une mes idée. gosses et je viendrais ici. Moi, j'ai une idée politique, par exemple, le droit d'asile. Tous ceux qui viennent ici en vertu du droit d'asile. Moi, j'ai une proposition très simple. On les prend à l'aéroport, ils arrivent. Tous ceux qui viennent ici parce qu'ils considèrent qu'ils sont menacés dans leur pays. On les garde à l'aéroport, on les traite cas par cas. Ceux à qui on accepte l'asile politique, ils viennent en France. Ceux à qui on considère que dans leur pays d'origine, ils ne sont pas menacés, on les renvoie chez eux. Ça, c'est une solution politique concrète. C'est compliqué ton truc. Hein. C'est pas compliqué. À l'aéroport, ils arrivent. À l'aéroport, on les traite de façon très humaine. On considère cas par cas. On les traite en urgence. Ceux qui vraiment sont en danger dans leur pays d'origine, ces gens-là, on les ramène en France et on fait en sorte qu'ils s'intègrent en France. On leur donne ce qu'il faut. Ceux qui ne sont pas en danger dans leur pays, parce qu'il y en a beaucoup qui réclament le droit d'asile, mais qui vivent dans des pays où ils peuvent vivre très dignement. Ces gens-là, je considère qu'on n'a pas le droit de leur donner le droit d'asile, parce qu'en leur donnant le droit d'asile, on accroît la misère des Français. Et ces gens-là, je pense qu'il faut les raccompagner dignement dans leur Je ne pays. sais pas si un mec qui vit très dignement dans son pays, il a envie de venir ici. Après, je vais prendre le cas, hein, je vais dire ce que je pense. Hein. Quand tu vois qu'à Marrakech, les mecs ils sont obligés de vivre à l'extérieur parce que c'est tous les Européens qui sont venus acheter chez eux et qui n'ont pas les moyens de se loger, on prend, vivre dignement, je ne sais pas ce que ça veut dire, et qu'on continue à les payer 10 € la journée, je pense qu'il y a un truc qui ne va pas. Quand je vois qu'on continue aussi à se faire de l'oseille sur tous ces pays-là, et que ça ne pose pas de problème, même sur la vente d'armes, sur toutes ces choses-là, donc je te dis que le problème il est beaucoup plus grave, qu'à un moment donné il faut qu'on assume ce qu'on a semé partout, et qu'à un moment donné, pourquoi il y a des étrangers qui viennent sans défendre personne, sans chercher de coupable, à un moment donné, Qu'on doit semer, mais jusqu'à quand est-ce qu'on devra semer? mais je sais pas, mais à un moment donné il va peut-être falloir que les choses Vous bougent. savez quoi. pas? Moi, je pense qu'on a assez semé à un moment donné. Que ce Moi, soit je vais par pas rapport à rentrer la guerre là-dedans parce que d'Algérie, ça va- par rapport au conflit qu'il y a eu avec l'Allemagne, par rapport à tout ce qu'il y a eu, à un moment donné, je crois que la repentance française a été faite. C'est Chirac Et- qui et disait plus que la cassé. France serait un pays du tiers-monde si on bénéficiait pas des... si on se goinfrait pas des pays du tiers-monde. Je crois que c'est à un moment donné, j'ai l'impression que ça arrange tout le monde. quoi. Oui, mais venant de la part d'un super menteur et d'un super Voilà. voleur, excusez-moi, paix à son âme, hein, mais j'ai Super envie de menteur, dire... dans ce cas-là, on euh, peut faire entrer des politiques. Hein, jusqu'à maintenant, je Oui, n'ai pas vraiment oui, vu bien un- sûr, dans ce mais cas-là, moi je considère que Jacques Chirac a été le plus mauvais président de l'histoire de peu France. importe, mais voilà l'image que tu me disais, pourquoi les politiques, voilà l'image qu'ont ces hommes politiques vis-à-vis de nos gosses. Parce que l'histoire leur dit, l'autre il a menti, on voit tous les reportages, ce qu'a fait Mitterrand, ce qu'a fait Et l'autre, ce qu'a fait justement, ci, ce qu'a fait c'est ça. c'est ce que je vous Il y a qui disais, qui a- quand on parle de politique, cette désertion justement des élections locales et régionales, eh ben, elle dessert pour moi à votre fils qui veut avoir un logement social par exemple, parce que c'est justement ces politiques locales et régionales, c'est eux qui peuvent agir sur le logement social, notamment les cantonales, les départementales, ce qu'on appelle les départementales maintenant. Il y a eu 78% d'abstention au départemental. Aujourd'hui, c'est le département qui donne les logements sociaux, qui donne les attributions de logement. Mon cher Eduardo Pérez, comme à la fin de chaque banlieue patriote café, je vous laisse vous proposer aux jeunes de banlieue ou aux jeunes parisiens ou aux jeunes de la ruralité un coup de cœur littéraire, cinématographique ou musical. J'en propose un également, mais je vous laisse d'abord Alors, vous proposer du vôtre. sur le coup de cœur littéraire, bon, j'ai beaucoup aimé l'alchimiste, mais je ne vais pas en parler. Il y a un livre qui me plaît beaucoup, qui ressemblerait plus aujourd'hui. Il y a deux livres qui me plaisent. J'ai beaucoup aimé Le Chevalier à l'armure rouillée, qui justement, c'est un livre extraordinaire. Petit livre, écrit en gros, justement pour les gens comme moi qui n'aiment pas lire, et où les 4 accords Toltec,
qui justement c'est ne juge pas, fais du mieux que tu peux, des préceptes qui te permettent de mieux vivre déjà avec toi-même et avec les autres. En film, j'ai adoré Les femmes du 6e parce que ça représente aussi mon histoire, ma mère quand elle arrive en France et qu'elle se retrouve dans ses chambres de bonne. J'ai adoré, et je reviens sur le littéraire ou sur le film, il y a, je pense que ce qui plairait à des jeunes, ça serait Le guerrier pacifique. Justement, comment d'une situation d'échec, en rencontrant la bonne personne, on peut arriver à dépasser, on est hors limite en fait. Mais parce que tu le fais dans un autre esprit, pas simplement pour gagner de l'argent, pour ce qui remet en cause de ce que serait la réussite. Donc c'est extraordinaire, ça serait... Puis en musique, eh ben, je vais rester sur de la funk, ma génération, mais la vraie funk, la soul, années 80, 70, 80, début 90, ouais, ça j'aime beaucoup. Alors moi, en ce qui concerne mes coups de cœur, donc coups de cœur cinématographiques, j'en ai deux. Ce sont deux films qui, à mon sens, réactivent tous les codes du tragique. Il y a Incendie, qui date de 2012, et puis il y a Capharnaüm, de 2018. Coup de cœur littéraire, j'en ai un, c'est les mémoires du général de Gaulle, parce qu'avant d'être un grand chef d'État, c'était surtout un brillant écrivain. Et puis, quelque chose que je conseillerais de lire, c'est un hors-série du Figaro, La France face au défi de l'immigration, l'histoire de 1850 à nos jours, les vrais chiffres, les analyses, les meilleurs experts, quel scénario pour la fin du siècle. Et puis musicalement, bon, bah moi, comme j'ai pu le dire lors de mon premier Banlieue Patriote Café, je suis un admirateur inconditionnel des très très belles voix. J'aime énormément Chimène Badi, qui a sorti son double best-of, que j'ai téléchargé légalement, que j'aime énormément. J'aime également beaucoup Core d'Iseult, parce que je trouve que Iseult est une artiste qui s'est beaucoup accrochée. Malheureusement, lors de la cérémonie des Victoires de la musique, elle a tenu un discours très communautariste auquel je ne m'attache pas du tout, mais sa musique est vraiment belle. Et en ce sens, je recommande vraiment d'écouter Iseult. Voilà. Écoutez, Eduardo Pérez, pour moi, ça a été un véritable bonheur de vous avoir comme invité. J'ai été ravi qu'on puisse échanger. Et sincèrement, je vous dis encore merci aujourd'hui parce que grâce à vous, j'ai pu réaliser une partie de mes rêves. Il reste voilà. Il reste l'autre maintenant. Il reste l'autre. Tu te rappelles la phrase qui disait, il y a celui qui rêve sa vie et celui qui vit ses rêves. Exactement. Et c'est sur ça que j'aimerais qu'on conclue. Quant à nous, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Banlieue Patriote Café. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Et même si c'est pas vrai, même si je mens,